Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire proposé par le SSTRN sur la thématique du risque chimique lié au nettoyage en cette période de Covid-19. Tout d'abord, je me présente. Je suis Amélie Verardo, médecin du travail sur le centre de Vertou et référente en risque chimique. Pour m'accompagner dans cette présentation, François Leformal, conseiller en prévention sur le centre de Nantil. Bonjour. Et Stéphane Lorion, conseiller en prévention sur Sainte-Luce. Bonjour. On souhaite aussi remercier Jonathan Gérard, conseiller en prévention, qui nous a aidés à préparer ce webinaire. Donc merci à tous d'être là, merci à tous de vous être inscrits. Nous allons essayer de vous apporter des précisions donc, sur cette thématique du risque chimique lié au nettoyage. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat tout au long de la présentation, au fur et à mesure. Manon Digne, du chargé de communication, en fait, essaiera aussi au fur et à mesure de vous apporter des références documentaires spécifiques sur ce qu'on dit. Et vous pourrez aussi, sur la page du webinaire, aller plus loin dans la documentation si nécessaire. Donc, cette thématique, pendant cette période de pandémie du Covid-19, les entreprises, en fait, doivent apporter une vigilance plus accrue au nettoyage, à l'entretien des locaux de travail. Pourquoi est-il important de nettoyer? Quelle est la différence entre le nettoyage et la désinfection? Quand est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? Tout autant de questions que tout à chacun est en mesure de se poser pendant cette période. Néanmoins, les produits utilisés pour l'entretien ne sont pas dépourvus de risques. D'ailleurs, les savons et les gels hydroalcooliques utilisés pour l'hygiène des mains font partie de ces produits chimiques et présentent des risques. Nous verrons donc quels sont les risques, quelles mesures de prévention adaptées doit-on mettre en place pour prévenir. Tout d'abord, nous allons parler de pourquoi il faut nettoyer les locaux de travail. Dans un premier temps, pour expliquer cela, nous allons voir la structure du virus. Donc, en fait, le virus qui est nommé SARS-CoV-2, c'est le virus responsable du Covid-19. Ce virus fait partie de la famille des coronavirus. C'est un virus à enveloppe. Il est composé d'un brin d'ARN, ce qui lui permet de se multiplier, d'une capsule constituée de protéines qui protègent l'ARN viral et d'une enveloppe externe constituée de lipides ou graisses. Ce qu'on sait, c'est que cette enveloppe lipidique, en fait, elle est détruite par les savons et les tensions actives qui sont contenus habituellement dans les produits de nettoyage. Quant aux protéines, elles sont déstructurées par l'alcool supérieur à 60 degrés. Comment se transmet ce virus? En fait, cette transmission est interhumaine, c'est-à-dire soit directe, via les gouttelettes émises par une personne lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez ou tout simplement en parlant par les postillons, d'où l'intérêt en fait de la mise en place des mesures barrières, distanciation physique, le fait de tousser dans son coude ou d'éternuer dans un mouchoir à usage unique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la transmission indirecte par les mains sales, en cas de contact de la main avec une personne ou une surface contaminée, puis le port de cette main souillée au visage. Il faut savoir en fait que la porte d'entrée du virus dans l'organisme est essentiellement respiratoire. C'est-à-dire que la peau saine et propre, en fait, constitue une barrière infranchissable. D'où l'intérêt, cette fois-ci, du lavage des mains plus fréquent en cette période de pandémie. Donc, en dehors du corps humain, en fait, le virus, comme il perd son enveloppe, il est incapable de se multiplier sur d'autres surfaces. Et il perd de sa virulence au fur et à mesure du temps. Mais par contre, le problème, c'est qu'il peut persister sur certaines surfaces inertes. Par exemple, juste pour vous donner un petit exemple, sur le cuivre, il peut persister jusqu'à 4 heures, sur les plastiques jusqu'à 24 heures et 2 à 3 jours sur de l'acier. En fait, cette durée de persistance du virus dépend de la surface de support,
le type de contamination, la charge virale et l'humidité. Donc, je vais vous donner un exemple, en fait, pour vous illustrer la transmission dite indirecte par les mains sales. Donc, on va prendre un exemple fictif. Je suis porteuse du virus. Je suis là, vous voyez, à mon poste de travail. J'éternue, sans prendre de précautions spécifiques. Du coup, je contamine mon poste de travail. Écran, clavier, plan de travail. Après, je quitte mon poste. Et là, en fait, un collègue à moi, vient sur mon poste de travail. Puis, de la même manière, en fait, il vient utiliser l'écran, le clavier, la surface de travail, avec un contact de ses mains. Du coup, ses mains, après, s'il les porte de manière inconsciente à son visage, il devient lui aussi contaminé et potentiellement porteur du virus. D'où l'intérêt de bien désinfecter les surfaces de travail si elles sont partagées, les poignées, tout ça. Donc, en résumé, pour vous expliquer quel est l'intérêt de nettoyer les locaux en cette période, diapo suivante s'il te plaît Grégoire. En fait, le virus du coronavirus ne se multiplie pas dans l'environnement, mais par contre, il persiste sur des surfaces inertes, de quelques heures à plusieurs jours. La contamination est de deux sortes, soit par gouttelettes directement, soit par les mains sales, comme je viens de vous expliquer, de manière indirecte. Ce qui est rassurant avec ce virus, entre guillemets, c'est qu'il est plutôt sensible aux produits d'entretien habituels. Donc, au vu de tout ça, on comprend bien que la lutte contre celui-ci passe par un renforcement des mesures d'entretien des locaux et l'hygiène des mains. Je vais donc passer maintenant la main à Stéphane qui va vous expliquer la différence entre le nettoyage et la désinfection. Merci Amélie pour ces précisions sur l'action du virus et les règles qui s'imposent concernant le nettoyage et désinfection. Alors c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit rappel sur la différence entre nettoyage et désinfection. Le nettoyage, son objectif, c'est d'éliminer les dépôts et les tâches. Donc il y a plusieurs actions qui sont possibles et combinées très souvent. Une première action, c'est l'action mécanique de dépoussiérage, qui peut être donc complétée par une action chimique. Alors il faut bien avoir en tête que l'objectif est d'éliminer au maximum le développement de micro-organismes qui peuvent se développer et qui peut conduire à la prolifération, par exemple, d'insectes, de nuisibles, de rongeurs, ou bien tout simplement des glissades, des risques de chute sur des surfaces graisseuses. Alors, il ne faut pas oublier que le nettoyage va de pair avec le vidage des poubelles, et on parle bien de vidage, c'est-à-dire on change le sac qui est à l'intérieur de la poubelle, et on ne fait pas que d'enlever ce qu'il y a, d'enlever le contenu. Pour revenir à l'action chimique, cette action chimique est faite avec un détergent qui peut contenir un tensioactif ou pas. Donc un tensioactif, c'est une propriété d'une substance qui, par sa composition chimique et par sa forme, peut se combiner avec des huiles et des solutions aqueuses. C'est un peu comme mélanger de l'huile et du vinaigre. L'intérêt de ces tensioactifs, c'est qu'ils peuvent dissoudre les graisses et donc la couche lipidique du virus. Donc pour revenir aux détergents, on a des détergents avec tensioactifs, donc des liquides qu'on peut trouver en usage domestique, des multi-usages ou des savons, et puis des détergents qu'on utilise de plus souvent de façon privée, c'est du vinaigre blanc. Voilà, c'est un détergent qui ne contient pas de tensioactifs. Donc il faut bien dire aussi qu'il n'y a pas de normes pour des produits de nettoyage. Concernant la désinfection, l'objectif clair est d'éliminer les micro-organismes. Donc cette désinfection permet d'éliminer les micro-organismes qui sont en surface, mais ce n'est pas une action qui est pérenne. Il peut y avoir une recontamination ultérieure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les produits désinfectants peuvent éliminer un certain type de micro-organismes et pas d'autres, sachant que les micro-organismes, des exemples, c'est des champignons, des moisissures, des bactéries et des virus.
Donc un produit peut être bactéricide, mais pas forcément virucide. Alors, concernant les actions de ces désinfectants, eh bien, on a une action chimique. On peut citer par exemple du gel hydroalcoolique, l'eau de Javel. En tout cas, ces produits doivent répondre à des normes. Il y a deux facteurs qui sont vraiment importants à respecter. C'est la concentration des produits, leur dilution, et le temps de contact. Alors, vous avez des produits qui peuvent être détergents et désinfectants, mais dans la plupart des cas, si on n'utilise qu'un produit désinfectant simplement, la désinfection doit être précédée d'une opération de nettoyage. Alors, attention, la désinfection ne doit pas être une opération systématique. Elle est liée à l'affluence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peuvent toucher une surface et à la probabilité qu'une personne soit infectée avec des symptômes ou pas. Ça veut dire que plus la surface va être touchée, et plus elle va être touchée par un nombre important de personnes, eh bien, plus il va falloir désinfecter. Mais à contrario, s'il y a peu d'utilisateurs, par exemple pour un bureau, si on a quelques utilisateurs, un ou deux qui sont déjà comment dire, bien connus, on peut procéder simplement au nettoyage. Donc ce nettoyage doit être au minimum quotidien, avant la prise de poste, et avec des produits habituels lorsque les surfaces présentent un risque faible de contamination. Par contre, si le risque de contamination est jugé plus important, eh bien, il faudra nettoyer plus fréquemment ces surfaces avec des produits qui sont compatibles avec ces surfaces et qui contiennent des tensioactifs ou des produits virucides. Alors, un produit virucide doit répondre à la norme NFEN 14476 et il faut vérifier donc la présence de cette norme sur l'étiquette. Alors, les surfaces à entretenir en particulier, ce sont les surfaces qu'on utilise de façon très, dans les espaces communs, notamment les rampes d'escalier, les poignées de porte, les interrupteurs, les boutons d'ascenseur, etc. Et donc, les produits qu'on peut utiliser pour désinfecter sont, par exemple, l'eau de Javel à 0,1% de chlore actif. Alors, il faut savoir que l'eau de Javel qu'on trouve habituellement dans les commerces sont à 2,6% de chlore actif. Donc, ça veut dire qu'il faut un volume d'eau de Javel dans 24 volumes d'eau. On peut aussi utiliser du peroxyde d'hydrogène à 0,5%, de l'éthanol à 70%, de l'isopropanol à 70%, avec un temps de contact à respecter suivant les données des fournisseurs. Et j'ajoute que le vinaigre blanc est un nettoyant non tensioactif et qui n'est pas virucide. Nous allons donc maintenant revoir quels sont les risques. Comme disait Stéphane, en fait, tous ces produits qui sont actifs sur le virus sont des produits chimiques, donc ils ne sont pas dépourvus de risques. Et donc, il est important de au moins connaître les grandes lignes pour pouvoir mettre en place des préventions adaptées. Donc, dans un premier temps, on va parler des risques liés aux produits de nettoyage. Donc, je vous rappelle juste, pour bien comprendre, que le savon utilisé pour l'hygiène des mains est un produit de nettoyage aussi. Ce qu'on peut constater comme risque, entre autres, c'est des risques de brûlure. Donc ça, c'est essentiellement en lien avec les produits ménagers puissants, comme par exemple les décapes en four, les détartrants pour les WC, les sanitaires. Les tensioactifs, en fait, présents dans les produits d'entretien, entraînent régulièrement ce qu'on appelle une irritation. Une irritation, en fait, on va constater une rougeur, une sécheresse cutanée, voire même des crevasses, des trous dans les doigts. On peut constater à terme, de manière chronique, ce qu'on appelle une dermite irritante de contact. Il faut savoir aussi que la façon dont on utilise les produits peut être d'autant plus irritante. Par exemple, l'utilisation de pulvérisateurs sans le port de PI entraîne plus fréquemment des irritations. Irritation cutanée ou oculaire. On peut aussi également constater des allergies.
En fait, les allergies, elles, sont essentiellement en lien avec des produits contenus dans les détergents, notamment les conservateurs. Alors, c'est un nom un peu savant, mais c'est les plus souvent, c'est les isothiazolinones. Les parfums ou les colorants peuvent entraîner des allergies. Des allergies soit cutanées, donc encore une fois, c'est quelqu'un qui va se plaindre de plaques rouges, de boutons qui grattent, de sécheresse cutanée, ou des allergies respiratoires, c'est-à-dire qu'on tousse, on a du mal à respirer, on a le nez qui coule lorsqu'on utilise le produit. Pour les risques liés aux produits de désinfection. Donc là également, encore une fois, ce sont des produits chimiques dangereux avec des risques importants, comme l'a précisé Stéphane, et les risques sont d'autant plus importants si les salariés ou les utilisateurs, mais employeurs, ne connaissent pas les risques ou n'utilisent pas les produits de la bonne manière. On a essentiellement, dans un premier temps, des effets corrosifs. Par exemple, l'eau de Javel diluée dans les utilisations traditionnelles, en fait, il y a un côté corrosif et ça reste irritant pour les yeux. Ce qu'on constate aussi avec les produits de désinfection, c'est que quand il y a une utilisation concomitante de deux produits, donc là par exemple je vous ai mis l'exemple de l'eau de Javel et un détartrant, en fait il y a un risque d'émission de gaz toxiques pour les poumons. Lorsqu'on utilise d'autres produits ensemble, on peut avoir des dégagements gazeux, des dégagements de chaleur, voire même des projections. Le gel hydroalcoolique, donc, qui fait donc partie de la famille des désinfectants, en fait, est un liquide facilement inflammable. Donc, il faut avoir une vigilance d'autant plus importante, en fait, sur le stockage de ce gel hydroalcoolique s'il y a un local fumeur. Il faut absolument l'éloigner de toute source de flamme. Je vois d'ailleurs sur le chat une question concernant le stockage des gels hydroalcooliques dans les voitures en période de forte chaleur. Donc, ce qu'on sait, c'est que le flacon n'explose pas si on le laisse stocker dans la chaleur. Néanmoins, les produits contenus dans le gel hydroalcoolique, en fait, s'évaporent d'autant plus avec la chaleur. Et lors de la première utilisation après cette exposition à la chaleur, on a un risque de projection. Donc, surtout, éloignez bien les flacons du visage pour éviter d'avoir des projections dans les yeux. Voilà sur les risques de manière un peu spécifique. Je laisse maintenant la parole à nouveau à Stéphane. Oui, effectivement, comme l'a dit Amélie, les produits de nettoyage et de désinfection sont des produits chimiques, donc ils peuvent être dangereux pour la santé. Alors je rappelle pour les employeurs ou leurs représentants que l'utilisation des produits chimiques nécessite d'évaluer les risques pour les salariés et de mettre en place les moyens de prévention. Ça veut dire qu'il faut compléter le document unique. S'il ne parle pas, s'il n'évoque pas l'utilisation de produits chimiques, eh bien, ça sera l'occasion, comme ça a été l'occasion, de compléter le document unique avec le risque Covid. Donc, pour utiliser ces produits en sécurité, il y a des informations nécessaires qui se trouvent sur les étiquettes, les fiches de données de sécurité et parfois les fiches techniques. Donc, les informations peuvent déjà se traduire avec des pictogrammes. Alors, première chose, si vous avez des pictogrammes avec une forme carrée, une bordure orange, vos produits sont peut-être assez anciens, donc il faudrait revoir la date de péremption de ces produits. Sinon, il y a trois familles de pictogrammes qui représentent des dangers physiques, incendie, explosion, des dangers pour la santé et des dangers pour l'environnement. Donc, si on les lit assez rapidement, de gauche à droite, on aura le pictogramme « j'explose »,« je flambe »,« je fais flamber »,« je suis sous pression »,« je ronge », donc ça c'est pour la catégorie des dangers physiques. Et puis des dangers pour la santé, c'est « je tue »,« je nuis gravement à la santé », je ronge également, c'était le tout premier, j'altère la santé ou la couche d'ozone, et puis ensuite nous avons le pictogramme concernant le danger pour l'environnement. Sur l'étiquette, on va retrouver des informations, notamment ces pictogrammes. Alors là, on vous a mis l'exemple d'un produit vraiment dangereux, puisque sur cette étiquette, on va retrouver
outre le nom du produit et ses pictogrammes, ce qu'on appelle des mentions de danger. Par exemple, si je lis la première phrase, H350 peut provoquer le cancer. Donc on a cette phrase évoque le risque avec une codification dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on a les effets du produit sur le corps, notamment un autre effet provoque une irritation cutanée. Donc on sait que ce produit va être dangereux pour la peau lors de son utilisation. Sous ces phrases, sous ces mentions de danger, on aura des conseils de prudence, des précautions, des conseils sur l'utilisation. Par exemple, éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Voilà, donc on pourra imaginer un certain nombre d'actions de prévention au vu de ces conseils de prudence. On aura aussi sur ces étiquettes, concernant les produits virucides, la mention NF-EN 14476, qui indiquera effectivement son action contre le virus. Ces étiquettes, on les trouve sur les produits qu'on achète de façon, enfin pour le grand public. On les retrouve aussi sur les produits commercialisés dans les réseaux des professionnels. Une des obligations pour l'employeur, c'est d'avoir, en plus de cette information sur l'étiquette, la fiche de données de sécurité. Cette fiche de données de sécurité est un document qui est obligatoire pour l'achat des produits professionnels et qui comporte obligatoirement aussi 16 points. Ces points, ces rubriques donnent des informations sur la prévention et sont des informations qui sont complémentaires à celles de l'étiquette, sur les composants dangereux, sur les équipements de protection individuelle qu'il faudrait porter. Voilà, je ne vais pas m'étaler. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a un atelier, le SSTRN organise des ateliers sur le risque chimique, notamment sur le repérage et l'évaluation du risque chimique. On a un autre document qui est la fiche technique, qui là n'a pas de modèle réglementé, mais qui donne des informations sur les caractéristiques du produit, sur son emballage, les normes qu'il respecte, notamment pour les virucides, et les conseils d'utilisation. Ce qui est important, hein, c'est pour les produits virucides, c'est la concentration et les temps de contact. Donc ces informations sont données par la fiche technique. Alors, vous voyez bien que pour mettre en place ces moyens de prévention, on aura besoin de ces informations. Et s'il n'y a pas de modèle réglementé pour ces moyens de prévention, on peut mettre en place des protocoles de nettoyage qui vont être décrits par François un peu après. Et puis c'est important aussi de choisir des produits dès le départ qui sont le moins dangereux possible. Donc là, il faut se reporter notamment au pictogramme. Il faut voir aussi comment ils sont utilisés, hein, le mode opératoire. Est-ce qu'il faut pulvériser ce produit sur la surface? Donc si on pulvérise, on va augmenter aussi la possibilité de contact avec la peau, voire avec les yeux. Si ce produit est prêt à l'emploi, ou bien s'il faut acheter un concentré et qu'il faut diluer, donc là une opération supplémentaire qui peut apporter un risque. Et ensuite, il y a les vêtements et les équipements de travail, les équipements de protection individuelle qu'il faudra adapter à la nature des tâches et au danger des produits. Ce qui sera important aussi en moyen de prévention, ça sera de former et d'informer sur les risques et les conduites à tenir. Un petit point sur les vêtements de travail. L'utilisation des produits chimiques, hein, que sont les produits de nettoyage et désinfection, si c'est fait en grande quantité, eh bien, il faut porter des vêtements de travail adaptés. Ces vêtements doivent être couvrants, surtout pour des produits hein, qui sont dangereux par voie cutanée, et doivent couvrir les bras, les jambes, les pieds. On a vu certains cas de personnes qui portaient même des claquettes pour le nettoyage. Donc tout ça, hein, ce sont des choses vraiment à revoir. Et je dirais qu'il faudrait même prévoir des bottes dans le cas où il y a vraiment une utilisation en gros volume de produits de nettoyage. Pour savoir quels équipements de protection individuelle il faut porter, eh bien, il faut se référer aux fiches de données de sécurité, notamment à la rubrique 8.
Et dans la plupart des cas, le port de gants et de lunettes est recommandé, peut être complété par une visière ou une combinaison. En tout cas, si vous voulez avoir des informations complémentaires, si les fiches de données de sécurité ne sont pas assez explicites, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé au travail. Un dernier point, il faut savoir que, par exemple, le gel hydroalcoolique est un produit qui est quand même irritant pour la peau, et donc on vous conseille d'utiliser régulièrement une crème émolliente pour réduire la sécheresse et apaiser les démangeaisons. Voilà, je vais laisser la parole à François, notamment pour l'explication sur les protocoles de nettoyage et de désinfection. Alors merci Stéphane pour ce passage de parole. Effectivement, je vais vous présenter concrètement ce que sont les protocoles de nettoyage et de désinfection. Ensuite, on va parler lavage de mains. Alors, les protocoles de nettoyage et de désinfection. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un protocole documenté, définissant et encadrant toutes les phases de nettoyage et de désinfection. Bon, concrètement, il s'agit de regrouper dans un document toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection. Concrètement, alors on va le voir, hein, je vais vous donner un exemple par la suite, mais qui le fait, comment c'est fait, quel produit utiliser, c'est ce que décrivait Stéphane tout à l'heure, quels sont les modes opératoires, quel produit, quel temps d'action, etc. C'est vraiment tout formalisé de manière à avoir quelque chose qui va permettre un nettoyage efficace et un nettoyage complet de toutes les parties. En fait, c'est la construction de tout ce protocole qui va vous permettre vraiment d'arriver à définir ce qu'il faut nettoyer, quand le nettoyer, comment le nettoyer, avec quel produit, et surtout à quoi ça sert. Alors, vous allez avoir besoin de vos salariés, en fait, pour établir ce protocole de nettoyage. C'est toujours mieux, lorsqu'on met en place une mesure de prévention, de toute manière, dans tous les cas, d'impliquer les salariés. Impliquer les salariés, ça veut dire les faire participer, tout simplement, à la construction de ce protocole. Si les salariés sont impliqués, ils sauront concrètement ce qu'ils ont à faire. Donc potentiellement, ils verront aussi que vous avez pris en compte leur avis, que vous avez pris en compte la réalité de leur métier et que vous avez tenu compte de la réalité du risque. Parce que ce protocole-là va être adapté à la réalité du risque. On va essayer de ne pas tout désinfecter tout le temps. Parce que comme l'ont très bien dit d'ailleurs Stéphane et Amélie, on ne désinfecte pas systématiquement, sinon ça va générer d'autres problématiques. Donc, en impliquant vos salariés, vous allez les rassurer et vous allez leur montrer qu'au final, ils sont bien protégés. Vous allez mettre en place un protocole de nettoyage qui va amener une vraie mesure de prévention de cette pandémie. Et en faisant ça, et en traçant le tout, vous êtes typiquement dans ce qu'on vous demande, dans l'atteinte de l'obligation de résultats en matière de prévention. Donc la sécurité juridique de votre entreprise, elle est également assurée. Concrètement, établir son protocole de nettoyage de désinfection, c'est un bon plan. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Ça vaut le coup de prendre un peu de temps d'établir un protocole de nettoyage. Alors effectivement, si on peut passer à la diapo suivante, je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble un protocole de nettoyage. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur comme moi, déjà j'aime la couleur, et en plus ça permet de supporter un petit peu le propos. Concrètement, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver dans un protocole de nettoyage. Donc on voit qu'il est fait par zone. Là, c'est le protocole de nettoyage du bureau. Vous allez retrouver sur la gauche les surfaces à nettoyer. Donc il va falloir lister pour chaque zone toutes les surfaces qui doivent être entretenues. Le plan de travail dans le bureau, les outils de travail, les sols, les poignées, les interrupteurs, etc. Donc là, il va vraiment falloir être exhaustif. C'est cet exercice-là, justement, de rechercher l'exhaustivité qui va vous permettre vraiment d'avoir un protocole complet, de ne rien oublier. Pour chaque surface, vous allez définir quelles sont les tâches à réaliser. Donc on voit que pour certaines surfaces, il y aura plusieurs tâches. Pour le plan de travail, il va y avoir un dépoussiérage et un nettoyage. Pour chaque tâche, il va falloir ensuite désigner qui le fait. Quel est l'acteur de ce nettoyage? Dans la plupart des entreprises, on a maintenant le nettoyage est sous-traité, donc on a une entreprise de ménage qui intervient. Alors, plus ou moins fréquemment, ça dépend des structures, mais là on est parti sur un exemple, disons que l'entreprise de ménage passait tous les jours le matin. Donc tous les jours le matin, l'entreprise de ménage va dépoussiérer les plans de travail. Maintenant, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'elle va utiliser comme produit. Elle va utiliser du pousse-tout.
Bon, c'est fictif, ne cherchez pas sur Internet. Donc le pousse-tout, c'est son produit qu'elle va utiliser pour dépoussiérer les postes. Alors, ce qui est important lorsque vous décrivez le produit utilisé, c'est de rajouter, lorsqu'il y en a besoin, la concentration à laquelle doit être utilisé le produit. C'est ce dont vous parlait Stéphane tout à l'heure. Si la concentration recommandée dans la fiche technique, ou l'importance d'avoir les fiches techniques, recommandée dans la fiche technique n'est pas respectée, l'activité du produit ne sera pas la bonne. C'est-à-dire que ça va possiblement créer des résistances à certains produits, tuer les micro-organismes les plus faibles mais pas les plus forts, donc leur laisser plus de place, etc. Donc lorsque vous choisissez un produit, respectez toujours bien les consignes de dilution, de concentration. Donc dans mon protocole de nettoyage, j'ai la surface, pour chaque surface les différentes tâches, pour chaque tâche à effectuer l'acteur de nettoyage, enfin l'acteur qui va effectuer le nettoyage, la fréquence de nettoyage, donc là, quotidien tous les matins, le produit, et puis ensuite le mode opératoire qui va être détaillé. Quel matériel utiliser? Comment est-ce qu'on va effectuer le nettoyage? Est-ce que c'est une pulvérisation sur la surface et ensuite on essuie? Ou alors est-ce que c'est plutôt l'utilisation de la monobrosse, ou plutôt du balai trapèze avec une lingette pré-imprégnée et on fait le geste de la godille? Voilà. Ce que vous pouvez également rajouter dans le mode opératoire, c'est les EPI qu'il faut impérativement porter pour effectuer cette tâche de nettoyage. Vous avez bien compris que les produits sont dangereux. Certains nécessitent le port d'équipements de protection individuelle. D'autres, non. Mais ceux qu'ils nécessitent, il faut l'indiquer dans le protocole de nettoyage. Et dernier point qu'on doit retrouver dans le protocole de nettoyage, c'est le fameux temps d'action dont a parlé Stéphane, dont on entendait très peu parler avant cette pandémie, et maintenant c'est quelque chose de très courant, le temps d'action, le temps de contact. C'est en fait le temps qu'il va falloir au produit pour être efficace sur le virus ou sur la bactérie. Donc toujours bien respecter ce temps de contact. Donc, souvenez-vous, un protocole de nettoyage, ça doit être fait zone par zone, ça doit contenir les surfaces, les tâches à effectuer, pour chaque tâche, les acteurs, les fréquences, les produits à utiliser et le mode opératoire doit être décrit. Bon, alors concrètement, comment le mettre en œuvre? Ça, c'est la diapo suivante. Comment le mettre en œuvre? Donc, on a dit que ça doit être un protocole documenté. Alors, un protocole documenté, c'est des mots hyper intelligents pour dire que le tableau seul ne suffit pas. Il va falloir ajouter à ce tableau tous les documents qui vont être nécessaires pour bien comprendre ce protocole, c'est-à-dire les fiches de données de sécurité, la liste de tous les produits, toutes les fiches techniques. Ce qui est bien aussi, c'est de décrire de façon plus concrète, plus précise, les différents modes opératoires. Qu'est-ce qu'on entend? Alors, c'est assez concret, mais qu'est-ce qu'on entend par pulvériser? Qu'est-ce qu'on entend par temps d'action? Qu'est-ce qu'on entend par essuyer? Avec quel matériel, etc. Les fiches techniques, si elles existent, des différents matériels. Et le tout raccroché au document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc voilà ce qu'on entend par un protocole documenté. Alors, bien sûr, ce protocole documenté, vous allez le constituer avec les salariés. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Avec certains salariés, j'ai envie de dire, principalement ceux qui sont concernés par l'activité de nettoyage. Toutefois, vous allez devoir également former ou informer tous les salariés des tenants et aboutissants, si je puis dire, de ce protocole de nettoyage. Ça, c'est hyper important. Il faut que tout le monde comprenne à quoi sert le nettoyage. Comprendre que ce n'est pas juste une activité en plus. C'est quelque chose de primordial durant cette pandémie. Ce qui est important, vous avez vu également, c'est que ces protocoles de nettoyage vont être créés par zone, donc il va falloir les faire également un affichage par zone. Vous n'allez pas indiquer le protocole ou afficher le protocole de nettoyage de l'atelier dans les bureaux. C'est contre-productif. Et dernier point qui me paraît important, c'est les fameux registres de réalisation. Vous en avez tous vu, parce que tout le monde est allé dans des aires d'autoroute. Dans chaque aire d'autoroute, dans les toilettes, il y a des registres de réalisation du ménage. C'est les horaires, la signature. C'est hyper important pour tracer, pour vraiment assurer la traçabilité du nettoyage. Et je vous conseille même d'archiver ces registres de nettoyage, et tout ça, ça va participer à la documentation du protocole. Donc voilà comment bien le mettre en œuvre. Quelques points à ne pas oublier en complément. C'est les fameux à côté à ne pas oublier. Alors, avant le nettoyage, toujours penser à bien réapprovisionner les consommables jetables.
On vous demande particulièrement, dans ces temps-ci, d'utiliser des lingettes jetables, d'utiliser des essuie-tout ou des essuie-mains jetables, donc on va penser à réapprovisionner les consommables. Ça peut même être une partie de votre protocole de nettoyage. Deuxième point, et ça vous l'aurez bien compris, il va falloir effectuer sûrement des dilutions, parce que vous allez recevoir vos produits dans des gros bidons, avec une concentration, on va dire, à 100%, et il va falloir faire des petits bidons avec des concentrations à 5%. Donc bien respecter les concentrations préconisées et bien effectuer vos flaconnages et vos dilutions en portant vos équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection individuelle, vous allez également les porter pendant l'activité de ménage s'il y en a besoin. Là aussi, ça a été dit par Stéphane tout à l'heure, le ménage, l'entretien des locaux, privilégier de le faire à la prise de poste. Parce que comme ça, le virus aura perdu de sa virulence et vous aurez donc une activité de ménage qui sera plus efficace sur le virus. Et alors, autre grand principe du nettoyage, toujours du haut vers le bas et du moins sale vers le plus sale. Toujours. Après cette activité de ménage, il va aussi falloir penser à évacuer les déchets. Donc, j'utilise mon essuie-tout jetable, je le mets dans une poubelle fermée qui peut contenir un double sac poubelle, par exemple. Une fois que j'ai fini mon activité de ménage, je referme mon sac poubelle et je le mets directement à l'extérieur. Et ensuite, je nettoie mon matériel de ménage. Bien nettoyer son matériel de ménage, c'est impératif. Parce que faire du ménage avec du matériel de ménage sale, on va dire que c'est quand même contre-productif, là encore. Alors, pour ces protocoles de ménage, on en a terminé, mais on va voir maintenant un point extrêmement important, c'est le fameux lavage des mains. On en parle beaucoup ces temps-ci, alors on va voir concrètement comment assurer un bon lavage des mains. Parce que c'est une des mesures essentielles, un des fameux gestes barrières qui va nous permettre de sortir de cette pandémie. Alors, le lavage des mains, à quoi ça sert? Concrètement, ça sert à éliminer le Covid. On a vu, Amélie l'a bien précisé tout à l'heure, on peut se contaminer en touchant une surface contaminée et en portant la main à sa bouche. Donc bien se laver les mains, ça va nous permettre de porter comme on veut les mains à la bouche sans pour autant se contaminer. Alors, la grande question, c'est quand se lave-t-on les mains? Il n'y a pas d'excellente réponse. Je vais vous dire plus fréquemment que d'habitude. Dans certaines entreprises, ce qui est fait, c'est qu'on a un timing, c'est-à-dire on va se laver les mains toutes les 30 minutes. Alors c'est pas mal, ça peut engendrer d'autres problèmes, c'est que toutes les 30 minutes, on a tous les salariés qui se retrouvent au robinet, au point d'eau. Bon, ça, vous aurez compris que c'est pas très pratique. Donc plus fréquemment que d'habitude, ça c'est sûr. Et nous, ce qu'on conseille, c'est après un événement particulier. Un événement qui va vous amener à contaminer une surface, c'est-à-dire une toux, je tousse dans ma main, j'éternue dans ma main ou dans mon mouchoir jetable, je me lave les mains. Mais c'est également après un contact avec une zone potentiellement contaminée. Je prends l'ascenseur, en sortant de l'ascenseur, je me lave les mains. Je prends les transports en commun, je me lave les mains en arrivant. Vous voyez ? Dès qu'on a été en contact avec une zone potentiellement contaminée, on se lave les mains. Voilà le meilleur des conseils qu'on peut vous donner. Alors, se laver les mains, oui, mais avec quel produit? Avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques. On va détailler les avantages et inconvénients de chaque produit dans les diapos suivantes. Et on va commencer par le savon. Alors, quel savon utiliser? J'ai envie de vous dire n'importe quel savon, ou plutôt tous les savons. Tous les savons contiennent des tensioactifs, donc vont être efficaces contre le virus. Surtout accompagnés de cette action de friction. Alors, tous les savons, oui, mais il faut quand même faire attention aux savons qu'on utilise et notamment à leur composition. Donc, éviter les savons qui vont contenir les produits allergisants dont parlait Amélie tout à l'heure, les fameux parfums, les fameux conservateurs. Je ne me lancerai pas dans l'isothiazolinone, même si je le réussis très bien, comme vous pouvez le constater. Alors, le savon a des avantages, mais également des inconvénients. Un de ses avantages, c'est qu'il est meilleur pour les mains que le gel hydroalcoolique. En fait, il est moins agressif pour les mains. Il est moins agressif, mais comme l'a dit Stéphane, on doit quand même utiliser régulièrement des solutions ou des crèmes hydratantes pour les mains. Le savon, ce qui va le rendre particulièrement efficace, c'est qu'il va nettoyer les mains souillées, à la différence, là encore, du gel hydroalcoolique. Et il a également un coût qui est moins important que le gel hydroalcoolique.
Bon, voilà pour les avantages du savon. Et il a également des inconvénients, c'est qu'il va produire énormément de déchets. Ben oui, on vous conseille de vous essuyer les mains avec des essuie-mains jetables. On vous conseille également d'utiliser un essuie-mains jetable pour venir fermer le robinet, pour venir ouvrir la porte. Donc tout ça, ça va créer énormément de déchets. C'est un des principaux points noirs du savon. Et vous aurez bien compris que pour utiliser du savon, il faut un point d'eau. Or, il n'y a pas de point d'eau à tous les postes de travail. Donc c'est également un des inconvénients du savon. Et l'autre point, c'est que pour qu'un lavage de main soit efficace, il faut qu'il dure au moins 30 secondes. Au moins. Et ça fait un temps de lavage plus important avec du savon qu'avec du gel hydroalcoolique. Donc voilà les 3 inconvénients, le principal étant la production de déchets. Quand même. Maintenant, on va pouvoir passer au gel hydroalcoolique. Alors, gel hydroalcoolique que nous avons tous désormais sur nos bureaux. Le gel hydroalcoolique, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, doit respecter la norme NFEN 14476. Bon, rassurez-vous, si le respect de la norme, enfin si ce gel hydroalcoolique, celui que vous avez sur votre bureau, respecte la norme, ça sera écrit dessus. Voilà. Ça sera écrit dessus, ou du moins dans la fiche technique. Alors, soit il respecte la norme, soit il contient au moins 60% d'alcool. Alors, quand je dis alcool, c'est éthanol, isopropanol, un alcool. Voilà, donc c'est ces gels hydroalcooliques là qu'il faut choisir. Alors le gel hydroalcoolique, c'est très facile à mettre en œuvre, comme je l'ai dit, on en a tous sur nos bureaux, on en a à l'entrée des magasins, à l'entrée des équipements, des établissements recevant du public, c'est très facile à mettre en place. On n'a pas besoin d'eau, et en plus, on se frictionne les mains pendant 20 à 30 secondes, le temps que ça soit sec, le produit, et voilà, c'est terminé. Donc c'est très facile à mettre en œuvre. Par contre, comme tout ce qui est facile, il y a des inconvénients, et ça abîme notamment quand même beaucoup les mains. Hein. On est sur des produits qui contiennent de l'alcool principalement, voire d'autres principes actifs qui peuvent être corrosifs, donc ça va beaucoup abîmer les mains. Vous allez vous retrouver avec les mains très sèches, etc. Donc on a vraiment l'impératif de s'hydrater les mains régulièrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, ça ne nettoie pas les mains souillées. Donc tous les virus qui sont dans les taches de gras que vous avez sur les mains, etc., vont être moins bien enlevés qu'avec du savon. Donc le gel hydroalcoolique s'utilise sur des mains propres. Et en plus, ça coûte particulièrement cher le gel hydroalcoolique. Déjà en soi, ça coûte cher, et puis en plus, vu que tous les bidons à l'entrée des magasins se font piquer, ça coûte encore plus cher, malheureusement. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients du savon et des gels hydroalcooliques. On voit qu'on n'a pas de solution idéale, mais comme pour chaque, de toute façon, problématique de santé-sécurité du travail, c'est vraiment un assemblage des différentes mesures de prévention qui va nous permettre de régler cette problématique de Covid-19 au travail. Alors, juste une petite vidéo très sympa sur le lavage de mains qu'on trouve très pratique. Alors, elle est en anglais, alors je vais faire la traduction. Si elle se lance... Voilà, c'est comment s'assurer d'un bon... Alors, c'est une vidéo YouTube. Pour rappel, vous retrouvez tous nos webinaires en ligne sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne du SSTRN. Voilà, le temps que ça lance, je vais devoir meubler encore un petit peu. Non, ça y est. Donc, on commence par bien se frotter les paumes des mains, de façon très appliquée. On commence par la paume, ensuite on entrelace les doigts, on nettoie entre les doigts, de façon très importante. Ensuite, on vient nettoyer au niveau des phalanges, des deux côtés. La vidéo rame, donc moi aussi. On nettoie bien entre les phalanges. Ensuite, on va se frotter l'intérieur des mains, donc la pulpe des doigts. Ça permet de nettoyer un petit peu sous les ongles également. On frotte en tournant. On nettoie les pouces. Et on finit bien par nettoyer le dos de la main. Mon fils de 3 ans le fait très bien, donc je pense que ça doit être faisable par tout le monde, même s'il est particulièrement intelligent, je vous l'accorde. Et voilà, double pouce, tout le monde est content, on s'est bien lavé les mains. Vous voyez que ça a duré un petit peu plus de 30 secondes, alors un peu plus longtemps parce que ça ramait, mais on voit qu'un bon lavage de main, c'est minimum 30 secondes. Toutes ces étapes-là doivent être respectées. Donc voilà pour le lavage de main. Maintenant, on va conclure ce webinaire avant de passer aux questions. Si vous deviez ne retenir que 4 choses, 4 messages importants de ce webinaire, ça serait cela. La désinfection est différente du nettoyage. C'est 2 actions qui sont différentes, complémentaires mais différentes.
À retenir, et ça on a eu des questions tout à l'heure sur le chat, à retenir que dans la majeure partie des cas, le nettoyage est suffisant. La désinfection n'est pas systématique. Ça, c'est hyper important. La désinfection doit être réservée à des... voilà, ça doit être régulier, mais c'est surtout réservé à des surfaces qui sont à risque fort de contamination. Donc ça, il y a un très bon dossier de l'INRS sur le sujet. Autre point primordial, les produits de nettoyage et de désinfection sont des produits dangereux. Stéphane l'a bien précisé tout à l'heure. On a des pictogrammes sur tous les produits. Ah, vous ne le voyez pas. Mais il y a des pictogrammes sur tous les produits de nettoyage, de désinfection et sur les gels hydroalcooliques, par exemple. Donc ça veut dire que ce sont des produits dangereux. D'où l'importance de bien respecter les concentrations données dans les fiches techniques et de bien porter ces équipements de protection individuelle. Et on l'a vu également, l'entretien des locaux, c'est pas juste nettoyer ces locaux. Ça nécessite d'être organisé, d'être prévu. Ce travail-là, en plus que vous faites dans le cadre du Covid-19, il vous servira toujours. Et il est également hyper important de bien prévoir le lavage des mains. Il faut que ça ne soit pas juste un message qui soit donné, lavez-vous les mains. Non, comment est-ce que vous devez vous laver les mains? Donc, on a vu qu'il y avait des vidéos assez pratiques pour le faire. Et puis surtout, de mettre en place, lorsqu'on ne peut pas se laver les mains, des gels hydroalcooliques à différents endroits stratégiques. Tout ça doit être prévu. La prévention des risques professionnels doit être organisée. Et de manière plus générale, donc là c'est le 5e point, le SSTRN est là pour vous accompagner dans cette pandémie, vous l'aurez bien compris. On a un site internet qui a été complètement revu pour justement vous accompagner dans cette pandémie Covid-19, mais également est là au jour le jour pour vous accompagner sur toutes vos problématiques de prévention. N'hésitez pas à contacter votre équipe santé-travail. On est là pour vous. Voilà, ça c'était le dernier message important avant de passer aux questions. Donc là, je passe la main, je ne sais plus si c'est Amélie ou Stéphane qui doit répondre aux premières questions. Ouais, merci François pour cette présentation très intéressante. Sur le chat, donc, il y a plusieurs questions. On ne va pas toutes les redire, mais on va en répondre à certaines pour vous apporter des précisions. Donc, on a les questions sur l'entretien des moquettes et l'utilisation des aspirateurs. Parce qu'effectivement, en fait, je ne sais pas si vous l'avez lu jusqu'au bout, le protocole national parle de filtre HEPA. Je vous éviterai la traduction en anglais et mon accent. Voilà. Et donc, du coup, les entreprises se demandent où trouver ces filtres HEPA qu'il faut utiliser. En fait, il faut savoir que la plupart des aspirateurs les contiennent déjà d'origine. Et pour ceux qui n'en ont pas, en fait, ces filtres, ils permettent de capter les micro-organismes aspirés et de les garder en fait à l'intérieur de votre aspirateur pour éviter qu'ils soient rejetés dans l'air et potentiellement contaminer à nouveau les surfaces. Et donc, en fait, soit votre aspirateur d'origine contient ces filtres HEPA, soit vous pouvez en trouver en pièces détachées assez facilement un peu partout. Donc, voilà. Je passe la main à Stéphane. Oui, donc il y avait aussi peut-être une question concernant les techniques de la vapeur pour se débarrasser du virus. Alors, c'est possible dans certains cas. Il existe une norme, je vous la cite, et vous pourrez retrouver cette information ensuite sur notre site, c'est la NFT 72-110. Si votre matériel ne respecte pas cette norme-là, il ne peut pas être utilisé pour combattre le virus. Voilà. Il y a eu d'autres questions. Je regarde en même temps. Donc, question, on avait partiellement répondu, mais l'utilisation du vinaigre, je sais qu'elle est de plus en plus commun. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention, c'est que le vinaigre est un détergent non tensioactif, donc il ne combat pas, il ne peut pas permettre de combattre le virus et d'éliminer ce virus. Il faut utiliser des produits avec des tensioactifs. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Il sera peut-être temps de conclure. Amélie, je te laisse conclure.
Oui, merci beaucoup Stéphane. Donc effectivement, nous allons conclure ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Merci François, Stéphane, Manon et Grégoire de m'avoir accompagné. Et Jonathan. Et Jonathan, bien entendu. Jonathan, prends soin de toi. Du coup, vous pourrez retrouver ce webinaire, reprenons notre sérieux, vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site du SSTRN, sur une page dédiée spécifique. N'hésitez pas à le revoir en replay, à le diffuser à vos salariés, à vos connaissances. Sur cette page dédiée au webinaire également, vous aurez toutes les ressources bibliographiques s'il y en a certains qui veulent aller plus loin. Vous avez également sur le site du SSTRN les inscriptions pour les ateliers concernant le risque chimique. Il faut savoir qu'on a depuis peu des ateliers soit présentiels, soit en ligne. Donc n'hésitez pas à consulter notre site et à vous inscrire pour pouvoir aller plus loin sur la prévention du risque chimique, parce qu'effectivement, elle est importante pendant cette période de pandémie, mais elle doit l'être aussi tout au long de l'activité professionnelle et en dehors de cette période de crise sanitaire. Ce que je veux vous dire aussi en conclusion, c'est que n'hésitez pas à solliciter vos équipes santé-travail. On est vraiment là pour vous accompagner. Toutes les questions sont importantes et on doit prendre en compte et on essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.